Hello, welcome or welcome back to my channel. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour les anciennes et les anciens, vous connaissez déjà la chanson. Commentez, likez, partagez la vidéo. Pour les nouvelles et les nouveaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Casey, je suis franco-américaine et je suis également une professionnelle certifiée en psychologie et en relations amoureuses. Je décide sur ma chaîne d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de la psychologie. Ainsi, j'analyse et j'étudie en profondeur les différents couples formés par vos célébrités afin de vous donner les meilleurs conseils et les meilleures astuces. Mon mail est affiché, n'hésitez pas à me contacter si besoin, soit pour que je puisse aborder sur ma chaîne une problématique en particulier, ou si tout simplement vous avez besoin d'un conseil, d'un accompagnement dans le cadre du domaine amoureux. Le sujet du jour, vous l'avez attendu, vous l'avez réclamé, vous l'avez demandé, la vidéo est enfin là. Aujourd'hui, on va parler de Sonia Pembe et de Abed Achour et des raisons, selon moi, pour lesquelles ils ont décidé de rompre. Petit disclaimer avant de débuter la vidéo. Je ne détiens pas le monopole du cœur, comme le disait Giscard, ou VGE pour les intimes. Je ne détiens pas non plus le monopole du savoir. Et donc, les propos tenus dans cette vidéo n'engagent que moi. Ce sont les fruits de ma réflexion et de mon analyse naturellement. Ensuite, j'aurais voulu esquiver ce sujet, mais chose promise, chose due, c'est la raison pour laquelle je parle des deux protagonistes en fait de cette vidéo. Et après ça, j'espère ne plus avoir à en discuter. Pour les personnes qui ont le badge, n'oubliez pas que ce samedi 20 mai, on a un live prévu sur l'intelligence artificielle. On va parler de l'IA, on va parler de la manière dont cet outil va révolutionner le monde, modifier nos emplois, des manières objectives de choisir son conjoint par rapport à l'avenir que nous réserve cet outil et également des différentes méthodes à donner à vos enfants pour qu'ils puissent avoir un avantage par rapport à leurs camarades de classe. Durant le live, il y aura aussi un ingénieur de l'école polytechnique qui va nous faire l'honneur et le plaisir de nous accompagner lors de ce live. Donc n'hésitez pas à aller prendre vos badges et n'hésitez pas à être présent samedi. N'oubliez pas ce rendez-vous. La famille Pembe, a.k.a. les Kardashians de Kin. Alors, comment vous dire? J'ai déjà eu l'opportunité d'analyser en profondeur cette famille. J'ai pu analyser les différents couples formés par les membres de cette famille, aussi bien du côté du père que du côté de la mère. Et c'est une vidéo qui est naturellement réservée aux membres et aux badgés de cette chaîne. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et ensuite à devenir membre pour pouvoir avoir accès à cette analyse, à cette vidéo. Il y a beaucoup de choses qui se passent du côté des badgés, donc n'hésitez pas à prendre vos badges. Alors, concernant cette famille, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux tout et n'importe quoi. J'ai même vu qu'il y avait des personnes qui pensaient que cette famille avait de l'ambition et avait des stratégies limites et générationnelles pour leurs enfants. Je ne partage pas réellement cet avis. Je crois qu'une famille, si elle est véritablement stratégique, est une famille qui va pouvoir planifier sur le long terme, sur plusieurs générations et décider de manière unanime d'unir l'avenir de ses enfants à une famille présidentielle qui est problématique, pour moi, ce n'est pas de la stratégie. On parle quand même d'une famille présidentielle qui a plusieurs procès pour bien mal acquis sur le dos. Est-ce que véritablement c'est intelligent de le faire? Ma foi, ma réponse est non. Et je ne parle pas que de la famille présidentielle du Congo-Brazza, je parle aussi d'autres anciennes familles présidentielles du côté de la RDC, aussi bien Mobutu que Kabila. Donc, je suis un peu mitigée sur ce point. En ce qui me concerne, je crois véritablement que cette famille a une tendance naturelle à fermer les yeux sur l'origine, sur la provenance des fonds des conjoints de leurs filles. Dans le sens où cet argent peut venir du contribuable congolais, cet argent peut venir des poches d'un homme marié, cet argent peut venir des poches d'un footballeur
ghanéen, cet argent peut venir, j'ai envie de dire, de la rébellion du Niger, bah, peu importe parce que l'argent, c'est de l'argent. Et pour moi, c'est une vision qui est beaucoup trop sur le court terme et qui n'est pas assez sur le long terme. Quitte à faire de l'hypergamie, ce que évidemment je vous recommande sur cette chaîne, mais il faut le faire de la bonne manière. Il faut le faire en réfléchissant aux conséquences. Quand on décide comme ça d'unir les destins de ses enfants avec des personnes qui sont jugées peu fréquentables, ma foi, j'ai un doute sur les réelles stratégies d'une telle famille. Autre chose que j'ai pu également remarquer, c'est qu'il y a des chemins, il y a des schémas qui se répètent à chaque fois, dans le sens où on n'hésite pas à aller prendre un homme qui présente bien sur le papier, même si cet homme est réellement déjà occupé, déjà marié ou père de 4 enfants, comme cela a été le cas pour plusieurs personnes de cette famille, hein, suivez mon regard. Bref, on ne va pas ici faire un procès de la famille Pembe, cela ne m'intéresse que très peu. Je vais au contraire vous proposer mon analyse, comment dirais-je, des raisons pour lesquelles le couple formé par Sonia Pembe et Abed Achour a volé en éclats. Bref, vous l'aurez donc compris, la famille Pembe est une famille qui n'hésite pas à se servir finalement du capital beauté de ses filles pour pouvoir gagner en influence et gagner en termes de réseau. On n'oublie pas que cela se passe en RDC, en République démocratique du Congo, qui est un pays quand même coloriste, et le fait d'avoir beaucoup de jeunes femmes en fait dans leur famille, notamment des femmes métisses, et bien pour certaines personnes qui peuvent être complexées par une quantité de mélanine dans la peau de quelqu'un, et bien cela représente une richesse tout simplement. Donc, disons les choses clairement, c'est une famille qui est quelque peu allergique à la pauvreté et a cette tendance naturelle à fermer les yeux sur l'origine de ou la provenance de l'argent des conjoints. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette famille. Donc c'est une famille qui est quand même bien connue en RDC, bien établie, et il y a un nom, une sorte de petit prestige en fait qui est attaché à leur nom. En tout cas, ils sont connus dans les milieux congolais de la RDC. À présent, nous allons parler d'un sujet qui va fâcher. On va parler des musiciens congolais. Et vous allez me dire quel est le rapport entre Sonia Pembe, Abed Achour et les musiciens congolais. Eh bien, on ne peut pas parler d'Abed Achour sans parler des musiciens congolais, puisque ce sont eux qui l'ont mis sur un piédestal. C'est à cause de ces personnes que cet homme est devenu à la limite un héros national, alors qu'il n'a rien fait d'extraordinaire ou de remarquable en RDC, je le précise. En RDC, l'industrie musicale n'est pas aussi développée que dans certains pays européens. À titre d'exemple, en France, on a l'ASSACEM. On a vraiment un cadre juridique qui permet aux musiciens d'être rémunérés pour leurs œuvres par rapport aux droits d'auteur qu'ils détiennent. En RDC, la situation est complètement différente. On n'a pas de cadre juridique assez solide pour assurer des revenus constants, réguliers aux musiciens. Et on arrive même à certains niveaux où les musiciens en fait sont lésés par rapport aux revenus qu'ils auraient dû percevoir. Et le problème de tout cela, c'est que certains musiciens, parce qu'ils n'ont pas des sources de revenus constantes, sont obligés d'emprunter un peu des voies parallèles, pour ne pas dire sombres, dans le sens où ils vont finalement vivre de ce qu'on appelle des atalaku ou des dédicaces. C'est-à-dire que la plupart des musiciens que vous voyez sur Instagram ne vivent que sur les dons des personnes qu'ils dédicacent dans leurs chansons. On va avoir dans les chansons congolaises au moins 5 minutes de dédicace en train d'appeler XY monsieur le boss, monsieur je ne sais quelle bêtise, et ces personnes vont aller donner de l'argent aux musiciens congolais. Et c'est comme ça que la plupart, je ne dis pas tous, mais la plupart font pour avoir de l'argent. Ceci est une réalité. On n'est pas dans le fantasme, c'est la réalité. Et comme on parle des Congolais, c'est-à-dire qu'il y a ce besoin d'être reconnu. Le Congolais adore être célébré, le Congolais adore être reconnu. Et pour la plupart des Congolais, pas tous, hein, mais vraiment la minorité qui est assez médiocre selon moi, je trouve, bah pour eux, un symbole de réussite, un signe de réussite, c'est d'avoir son nom dédicacé dans une chanson de Koscielny Olomide, par exemple. Une personne qui va avoir ça, eh bien, pour elle, c'est limite le summum de sa vie. Pour elle, elle a atteint en fait les sommets. Je précise bien, ce ne sont pas tous les Congolais qui sont comme ça, mais il y a une grande partie qui est comme ça, et c'est vraiment une partie qui est très nuisible de la communauté congolaise. Évidemment, on va parler d'autres personnes qui sont beaucoup plus responsables, comme le docteur Denis Mukwege, qui doit être célébré parce que c'est un homme extraordinaire, mais on parlera de lui dans quelques instants.
Donc, pour revenir à ce que je disais, la plupart des gens sont assez médiocres et aiment la médiocrité. Et donc, pour eux, être dédicacé dans une chanson de Koffi Olomide, c'est un symbole de respect, en fait, de prestige. Le fait qu'on puisse avoir son nom prononcé par plusieurs personnes, pour eux, c'est vraiment un signe de réussite. Et au Congo, il y a plusieurs métiers que l'on va considérer comme prestigieux. Ou vraiment, si vous faites ces métiers-là, vous êtes intouchable parce que vous avez justement accès à une certaine popularité. Parmi ces métiers, on va naturellement retrouver le métier de musicien, on va aussi retrouver le métier de pasteur. Et un jour, je ferai une vidéo sur les pasteurs congolais, en particulier sur un certain Mike Kalambal et en particulier sur un certain Joël Tatou. Ces deux personnes sont absolument médiocres. Mais le jour où je ferai une vidéo sur ces deux-là, croyez-moi, il y aura tellement de choses que je dirai. Enfin bref, c'est pas le sujet du jour. Donc, il y a les musiciens, comment dirais-je, les pasteurs et les politiciens. Donc, voilà un peu comment ça se passe au sein de cette communauté. Donc, pour les personnes en manque d'estime, ont besoin de reconnaissance, il suffit tout simplement d'aller voir un musicien, de lui donner de l'argent pour qu'il puisse chanter votre nom. Ainsi, vous allez gagner en popularité. Et si vous êtes un petit peu malin, vous allez à gauche, à droite, dans deux, trois orphelinats, faire des dons, apporter des sacs de riz, apporter des boissons gazeuses remplies de sucre, et on va vous attribuer le titre de maman sociale ou de papa social. C'est ça la réalité. C'est très dur ce que je dis, mais en réalité, c'est une analyse qui est totalement objective. Et cette stratégie-là, c'est exactement la stratégie qui a été mise en place par un certain Abed Achour. Qui est ce fameux Abed Achour? Cet homme que vous voyez à l'écran est d'origine libanaise. Sa famille est installée en RDC depuis plusieurs générations, 3 générations pour être précise, et sa famille a fait fortune dans ce pays en investissant, et on va le voir quand même dans quelques instants, dans certains secteurs, dans les secteurs particuliers et pas dans d'autres. Donc cet homme est l'homme que l'on surnomme apparemment le patron beau gosse, like really nigga. Et ce qui se passe en fait, c'est que j'ai suivi une interview de cet homme parce que je ne connaissais pas cet homme, je ne savais pas qui il était. Et il disait clairement dans une interview, et fièrement d'ailleurs, que lui, depuis qu'il est tout jeune, depuis qu'il est tout petit, son rêve c'est d'être connu. Son rêve c'est d'être célébré. Son rêve c'est d'être chanté par les plus grands musiciens congolais notamment. Il a envie qu'on le dédicace, il a envie que les gens puissent le reconnaître quand il marche dans la rue. Et il a dit une chose très intéressante dans son interview, que je mettrai en barre d'infos normalement. Il a dit que sa famille et lui n'investissent pas dans tous les domaines en RDC. Ils choisissent des secteurs. Et ces secteurs sont tous liés vers le divertissement. Il le dit pardon lui-même. Il le dit que dans sa tête, le Congolais est quelqu'un qui aime faire la fête, et quelqu'un qui aime boire, et quelqu'un qui aime être clairement dans la distraction. C'est la raison pour laquelle ils investissent uniquement dans des hôtels, dans des bars et dans presque la boisson. C'est ce qu'il dit, ce sont ses propos à lui. Donc quand on pense comme ça, déjà, il faut comprendre que c'est une forme de mépris social, dans le sens où on considère l'homme noir, en particulier ici l'homme congolais, comme finalement un humain qui aime uniquement être dans la distraction, qui aime uniquement être dans la fête, qui n'est jamais dans la réflexion. C'est vraiment le côté bestial de l'homme noir qui va sortir. C'est la raison pour laquelle lui et sa famille ont toujours investi dans les secteurs du divertissement. Clairement, il faut se dire les choses. Au-delà de ce côté bestial qu'on va attribuer à l'homme noir, il y a aussi, il faut le dire, un profond racisme latent dans les communautés libanaises ou arabo-musulmanes ou en tout cas semblables, vous voyez très bien de quoi je veux dire, que ce soit en Turquie, en Liban, en Inde, au Pakistan, il y a une sorte de racisme qui est latent par rapport aux personnes de couleur noire. Et c'est important parce que ici, pour ces communautés-là, noirs ou métis, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que l'homme noir, ou la femme noire en l'occurrence, c'est quelqu'un c'est bien en fait d'être avec lui ou avec elle pour la distraction, mais pour les choses sérieuses, pour le mariage et pour la transmission de génération en génération, ce n'est pas elle que l'on va épouser. Mais on va arriver sur ce point dans quelques instants. Donc cet homme a toujours eu, selon moi, ce besoin de reconnaissance. Et c'est assez flagrant parce que effectivement, il va vers les musiciens congolais
on dédicace son nom. Et ensuite, à chaque fois qu'il y aura un petit buzz en RDC, c'est quelqu'un qui sera toujours présent pour aller au chevet de la personne qui est dans le besoin, sans oublier en fait de se filmer. Ensuite, d'inviter cette personne dans son bureau et après de poster sur Instagram. Pour moi, ça, on joue sur les émotions du peuple. On a besoin d'être célébré et c'est comme ça qu'il s'est vu attribuer le titre de papa social ou de patron beau gosse ou je ne sais quelle autre bêtise. Et tout ça, évidemment, encouragé par une certaine journaliste d'ailleurs, très connue dans cette communauté, qui est toujours là pour valider les bêtises en fait. Je trouve ça absolument affolant. Bref, c'est pas le sujet du jour. Et ce que je trouve bien dommage, c'est qu'on va lui attribuer limite vraiment un statut de héros national, alors que si réellement on veut aider un pays, aider une communauté, eh bien on doit investir dans l'éducation, on doit investir dans l'école. Parce que l'éducation, comme le disait Nelson Mandela, c'est l'arme la plus puissante que vous puissiez avoir en fait. Le peuple congolais n'a pas ou n'a plus besoin d'être toujours dans la distraction. On parle quand même d'un pays où il y a plus d'églises que d'écoles, plus d'églises que d'hôpitaux. Et moi, je suis effarée quand je vois le bilan en fait de ce pays qui est rempli de ressources naturelles. Il faut se dire les choses. Donc, pour moi, des personnes comme Abed Achour qui vont vraiment être célébrées, alors que, en toute honnêteté, d'abord, lui, il n'a rien fait. Il a hérité en fait de tout le dur travail de ses ancêtres. On va ériger ces personnes-là en héros national, alors que les vrais héros de ce pays, de la RDC, sont des personnes comme le docteur Denis Mukwege. Et cet homme, il n'est même pas célébré en fait, alors qu'il a reçu un prix Nobel. Moi, je trouve ça choquant et ça me... Vraiment, je suis choquée de voir certaines choses qui se passent dans nos pays en Afrique. Ici, on parle de la RDC, mais on va prendre un autre pays, le constat sera pareil. Après tous les éléments que je viens d'énoncer, c'est presque de façon naturelle que ce couple a été formé. On a d'une part un homme qui a soif de reconnaissance, qui a ce besoin de visibilité, d'être connu, et de l'autre une femme qui est issue d'une famille qui est allergique à la pauvreté. Donc il y a convergence des intérêts, il y a win-win en fait. Il y a vraiment une relation gagnant-gagnant dans cette histoire. Et d'ailleurs, la première phrase que Abed a dit en voyant Sonia, c'est de demander c'est l'enfant de qui. En fait, il voulait savoir de quelle famille elle était issue et savoir si cette famille avait une certaine visibilité, une certaine notoriété et était connue en RDC. Et c'est la réponse qu'il a obtenue. Et donc, c'est comme ça qu'il a pu avancer par rapport à sa relation. Ça, encore une fois, ce ne sont pas mes propos, ce sont ses propos qu'il a tenus lors d'une interview. Je vais ici volontairement occulter la différence d'âge, puisqu'au moment où nos deux protagonistes se mettent ensemble, elle a 16-17 ans et lui, il approche déjà de la trentaine. Donc on a quand même plus de 8 ans de différence d'âge. En soi, moi, ça ne me choque pas tant que la femme est majeure, mais en l'occurrence ici, elle était encore mineure. Quelles sont les raisons de la rupture? Selon moi, et là, cela n'engage que moi, eh bien, avec Achour, parce qu'il approchait déjà de la trentaine, et on sait à quel point l'âge fatidique de 30 ans pour un homme au sein d'un pays comme le Liban est un âge important, parce que ça symbolise en fait le moment où tu es censé prendre l'héritage, le moment où tu es toi aussi censé transmettre en fait, on va dire l'héritage d'une part d'une génération vers une autre. Donc, à l'âge de 30 ans, un homme est censé être stable financièrement, un homme est censé être stable aussi sur le plan personnel, c'est-à-dire avoir une femme et des enfants, une vie de famille. Et selon moi, les parents d'Abed ont dû lui dire, écoute, tu t'es amusé, c'était marrant, tu as eu le temps de t'amuser, de regarder à gauche et à droite, maintenant, il est temps de se poser. Et pour se poser, on ne va pas aller épouser une femme congolaise, et ça, peu importe qu'elle puisse être métisse ou non, une femme congolaise est une femme congolaise. Toi, pour notre génération, pour garantir l'avenir du pays, l'avenir de l'argent, l'avenir, on va dire, du patrimoine au sein de la famille, tu dois épouser une femme de notre pays. C'est selon moi la raison pour laquelle il est parti fiancé et bientôt se marier à sa compatriote tout simplement. C'est une leçon qui est intéressante à analyser, notamment pour les femmes noires qui sont à Kin, que vous soyez noire, foncée, claire, métisse ou pas. Aux yeux des étrangers, vous restez une femme congolaise, une femme noire, peu importe le taux de mélanine présent dans votre corps. Et ce qui est aussi intéressant à analyser, c'est que ces hommes vont vous prendre pour s'amuser,
parce que, voilà, certaines femmes sont complexées par rapport à la carnation de peau, par rapport au fait de détenir un passeport étranger. Donc, ils vous prennent un peu pour des femmes moins chères. Ils vont s'amuser, ils vont vous faire perdre votre temps. Et au moment fatidique, au moment où eux, ils auront envie de se marier, ce n'est pas vous qu'ils vont prendre. Ils vont prendre des femmes de leur communauté. Parce qu'il y a un communautarisme qui est très présent dans notamment les communautés où il y a une forte présence ou domination arabo-musulmane. Un Libanais riche en RDC va statistiquement épouser une femme de son ethnie, une femme de son pays, parce que la richesse doit rester en fait en famille, la richesse doit rester au Liban. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. C'est très triste ce que je dis, mais en réalité, c'est une chose qui est véridique en fait. Certains vont vous faire miroiter monts et merveilles, d'autres vont vous promettre la lune, mais la réalité c'est qu'ils finiront toujours presque en majorité avec les femmes de leur communauté. Et si en plus vous faites l'erreur d'aller vivre dans leur pays d'origine, il va vous arriver des choses catastrophiques. Je pense par exemple typiquement au cas qui est arrivé il n'y a pas très longtemps de Cynthia Vechel et d'un certain Rupesh. D'ailleurs cette femme était liée à la famille Pembe. Pour celles qui ont eu accès à la vidéo privée, vous savez de quoi je parle. Bref, faites attention et ne faites surtout pas l'erreur d'aller vivre dans leur pays. Il y a du racisme. Là, récemment, on a eu le cas avec l'étudiante gabonaise qui était en Turquie. Je veux dire, il faut commencer à ouvrir les yeux en fait. Si vous voulez ouvrir vos options, très bien, mais choisissez des personnes issues des communautés où le racisme n'est pas aussi présent. On a parlé plus ou moins des personnes médiocres de la communauté congolaise. Il est aussi temps de célébrer les héros de cette communauté, des personnes qui font des choses extraordinaires. Et parmi ces personnes, il y a naturellement le docteur Denis Mukwege. C'est un homme qui est né le 1er mars 1955 à Bukavu. Il est gynécologue. Il est également un militant des droits de l'homme kino-congolais. C'est un homme qui est surnommé l'homme qui répare les femmes par rapport au travail colossal qu'il fait à l'est de la RDC. Il a reçu notamment le prix Nobel de la paix en 2018. Cet homme est extraordinaire. Au-delà de cet héros national qui est le docteur Mukwege, il y a aussi ce qu'on appelle des héros dans l'ombre, des personnes de la communauté congolaise qui font un travail remarquable, qui sont des génies en fait, mais qui ne sont pas célébrés car trop souvent occultés par des personnes sans intérêt comme bref, j'aimerais faire une dédicace, un shout-out comme on dit, aux médecins congolais qui sont en RDC. J'aimerais faire un shout-out aux infirmiers, aux pilotes, aux docteurs, aux ingénieurs, aux pédiatres, à toutes ces personnes de la communauté congolaise qui font des choses extraordinaires et qui, moi, me font penser que quand même, il y a de l'espoir. Il y a des gens qui ont compris que la vie, c'était pas que de la musique ou de la sape. Il y a quand même des cerveaux dans cette communauté et j'aimerais leur montrer, leur témoigner ma gratitude et ma reconnaissance. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.